Bonjour et bienvenue dans Game Center. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur le hardware du Taito G-Net. Ce système, bien que peu connu, a accueilli de très nombreux jeux et a mine de rien fortement influencé le marché de l'arcade. Depuis les années 80, les éditeurs arcade ont pour habitude d'adapter leurs jeux sur consoles de salon afin de les rentabiliser au maximum. Mais à cette époque, les portages étaient souvent synonymes de version du pauvre. Et même si on retrouvait avec joie les mêmes héros et concepts que ceux des jeux originaux, les consoles avaient bien du mal à rivaliser avec les hardware arcade taillés sur mesure pour chaque jeu. En 1990, SNK est le premier à proposer des jeux de même qualité, aussi bien en arcade que sur console de salon, avec ses systèmes MVS et Neo Geo que nous avons pu voir précédemment. Les joueurs pouvaient enfin se payer, au prix fort, des jeux de la même qualité qu'en arcade chez eux. Le succès de Steam est considérable, mais la Neo Geo est et reste encore une console d'élite, une console de luxe. C'est cependant un autre constructeur qui va véritablement démocratiser le portage facile et pas cher en proposant aux développeurs un hardware arcade et console quasi identique. Ce constructeur, qui n'est jamais cité comme acteur majeur de l'arcade, n'est autre que Sony. Souvenez-vous, en 1994, Sony lance sa console PlayStation et plus discrètement sa version arcade, sobrement baptisée Sony PlayStation. Taito et Capcom seront les premiers à en tirer parti en créant respectivement les systèmes FX1 et ZN. Les deux utilisent la même carte mère Sony pour toute la partie calcul, affichage et branchement à la borne. En revanche, chaque constructeur va créer ses propres cartes filles, uniques pour chaque jeu. C'est exactement comme pour une console de salon, sauf que les cartes filles sont beaucoup plus pénibles à changer que des cartouches. Mais c'est bien Taito qui va sortir le hardware tant attendu, la PlayStation à cartouches interchangeables, le G-Net. Le principe est ingénieux. Taito ne change toujours pas la carte mère et va intelligemment recycler des slots PCM-CIA pour en faire des ports cartouches sur la carte fille. Simple et pas cher. Grâce à ce système de cartouches, le changement de jeu est on ne peut plus simple. De plus, il est possible de sauvegarder des données comme les scores par exemple. Le jeu Psyvaria Revision va même plus loin en proposant d'enregistrer des replays du jeu. De quoi regarder des super plays pour peu que le jeu ait été joué au Japon. Le seul point noir est l'écran de chargement quand on insère un nouveau jeu. Mais une fois les données flashées sur la carte mère, le jeu démarre assez rapidement. Du côté performance, on retrouve notre bonne vieille PlayStation d'antan, avec ses 300 000 polygones par seconde, des effets de sprites, et le tout en 16 millions de couleurs. La principale différence entre les versions arcade et console de la PlayStation se joue au niveau de la RAM, qui est plus importante sur la version arcade. Le support cartouche supprime également tous les temps de chargement dus au CD-ROM. À part cela, les jeux semblent identiques. Street Fighter EX ou Raystorm sont bluffants. Pire encore, Toshinden n'est développé que sur console avant que sa suite ait l'honneur d'une sortie arcade, et la plupart des jeux s'offrent le luxe de disposer de beaucoup plus d'options en version console. En dehors des trois systèmes principaux que sont le ZN de Capcom, le FX1 et le G-Net de Taito, de nombreux autres systèmes assez exotiques vont être également créés sur la base de la PlayStation. Namco va refaire la carte mère pour ses systèmes 10, 11 et 12. Ces trois systèmes accueilleront des jeux de légende tels que Point Blank, Soul Calibur, Tekken du premier au Tag Tournament et surtout les Taiko no Tatsujin jusqu'à l'épisode 6 sorti en 2004. Chez Konami, le système va servir à développer des jeux pas chers et hyper rentables, souvent expérimentaux. Notamment sa série délirante des Champs dont Bishibashi est l'ambassadeur dans le monde entier. C'est aussi et surtout le hardware qui servira de base au système Bimani pour ses jeux musicaux. Un nombre incroyable de jeux va sortir sur pas moins de 8 versions du système. Les Dance Dance Revolution, Guitar Freaks, Drum Mania, Beatmania 2DX ou encore des étrangetés comme Karaoke Revolution, Dance Freaks ou Marshall Beats. En proposant un hardware sur les mêmes bases qu'une console de salon, le système de Sony garantissait donc la pérennité d'un jeu après son passage en Game Center. Sega fera de même à l'époque en sortant son système STV en parallèle de la Saturn et beaucoup d'éditeurs vont commencer à développer sur ce genre de support, bien plus rentable que les PCB dédiés. Aujourd'hui, la tendance s'est carrément inversée. Quasiment tous les hardware arcade sont basés sur une console ou sur un PC. Et si les portages sont encore d'actualité, les développeurs pensent avant tout à la version console de leur jeu. Il n'est même pas rare d'avoir des sorties simultanées ou pire encore, d'avoir la version console avant la version arcade. L'âge d'or de l'arcade est bel et bien révolu. Et le G-Net dans tout ça ? Eh bien ça a été un des premiers systèmes de ce genre. Il a surtout été un moyen de rendre le développement de jeux arcade un peu plus rentable et un peu moins risqué. Ce n'est donc pas pour rien si c'est sur G-Net et ses grandes sœurs qu'on trouve quelques jeux parmi les plus étranges: Paka Paka Passion, Raid Crisis, Street Fighter EX, 12 Tag, Tetris The Grandmaster ou le légendaire G-Darius.
Voilà, en démocratisant le portage facile, Sony a certes aidé l'arcade en permettant aux développeurs de mieux rentabiliser leurs jeux, mais l'arcade a perdu son statut de vitrine technologique par la même occasion. Malgré cette position un peu ambiguë, le Taito GNET reste un excellent système, pratique et surtout pas cher. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain Game Center.